Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La campagne bat son plein pour les élections professionnelles en République du Bénin en attendant la date du 24 janvier fixée pour désigner les centrales et confédérations syndicales les plus représentatifs au Bénin. Les débats tournent autour du mode de scrutin qui sera exclusivement électronique. Dans ce journal, nous ferons un tour à la Bourse du Travail à Cotonou pour constater l'ambiance qui y règne. Nous parlerons également de fraude dans ce journal avec la SOGEMA qui a découvert des cas d'installation clandestine d'usagers dans les marchés et des recouvrements non versés à la société. Une situation que le directeur général de la SOGEMA est venu expliquer ce mercredi sur l'émission Actu Matin. Armand Gansset donne des détails sur les cas de fraude et met en garde les auteurs de ces actes. Le magazine prévu pour ce 19h30 est intitulé Aroro. Il s'agit de ces masses de terre aux couleurs rougeâtres qui nous plongent dans le secret de l'histoire du royaume de Dahomey. Ce sont des murs d'une impressionnante hauteur que l'on rencontre sur le plateau d'Abomey et qui, au-delà de leurs apparences naturelles, revêtent également un aspect mythique et dénotent de l'ingéniosité de ceux qui ont eu l'idée de leur construction. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Tous les travailleurs attendent le 24 janvier prochain pour procéder à la désignation des centrales et confédérations syndicales les plus représentatifs au Bénin. En attendant le scrutin, il sera exclusivement électronique. Nous allons faire un tour à la Bourse du Travail pour constater la campagne qui bat son plein. Au menu des débats, le mode du scrutin et la mobilisation de la troupe. Nagui Balagbe pour plus de précisions. Bureau, fermé, couloir, désert et silence radio. C'est un calme plat des jours habituels qui régnait sur la Bourse du Travail ce mardi 5 janvier 2021. Mais un calme qui cache mal l'ambiance réelle en cette veille des élections professionnelles. Dans le starting block, un peu moins d'une dizaine de centrales et confédérations syndicales prétendant à la représentativité. La course est bien lancée. Les élections professionnelles, qu'est-ce qu'il faut? Les élections professionnelles, précisément nationales, permettent aux travailleurs de désigner les ou la confédération centrale la plus représentative qui va porter la voix des travailleurs auprès du gouvernement autour de leurs différentes revendications. On mesure l'audience de chaque centrale et confédération syndicale, on mesure le poids, si je peux parler ainsi, de chaque centrale et confédération syndicale. Le débat ne doit pas être un débat de personne, ce qui est une querelle de personne, parce que ça a déjà commencé à prendre ce relents de débat de personne. Il faut, n'est-ce pas, aller vers les travailleurs, convaincre pour que les travailleurs puissent vous faire confiance. Donc, les attentes, c'est cela, la capacité de l'organisation à pouvoir défendre les travailleurs. Objectif 20% et tout le monde se bat, les yeux rivés sur l'enjeu et sur le terrain, des offres différentes pour autant de styles au choix d'un électorat qui sans nul doute tiendra compte de l'état actuel de la lutte syndicale et des changements attendus. Quand on va finir les élections, on verra le premier, le deuxième, ainsi de suite, mais compte tenu de la représentativité de chacun, compte tenu du nombre d'électeurs et de militants que chaque confédération comporte. Les travailleurs ont beaucoup de revendications. Il faut élire des centrales dont les responsables sont courageux, sont capables devant le gouvernement de défendre ces revendications-là. Les travailleurs pensent aujourd'hui que le syndicat n'est plus, ce qu'il a d'habitude été. C'est vrai. Ce qui se passait, c'est l'approche qu'on avait. On attend de voir le syndicat dans un conflit, dans un affrontement avec le pouvoir. Mais avec les réalités du terrain, le syndicat fait un peu sa mue. Et c'est cela, ce défi, faire preuve de résilience, tenir compte des réalités qui sont les nôtres pour atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés, la défense des intérêts des travailleurs. Le débat promet donc d'être riche avec un partage, une inquiétude liée au mode de scrutin. Le gouvernement a décidé, ce sera le vote électronique et réalisme pour réalisme. En fait, c'est la première fois, nous avons un peu d'inquiétude, mais nous, au niveau de la CSA, nous savons prendre les inquiétudes pour des opportunités. Nous sommes en train de ratisser l'âge pour que nos camarades puissent voter. La CSTB prend part aux élections, mais se bat contre la fraude. Parce que, le vote électronique n'était pas prévu dans les textes. Et
On ne peut pas changer les règles du jeu au cours du jeu. Il y a toujours quelque chose qu'on peut trouver à redire, parce qu'ici, c'est des hommes qui sont à la manœuvre, hein, des techniciens qui sont à la manœuvre, et on peut dire il est possible qu'il y ait des manipulations, mais si la société à laquelle on confie, n'est-ce pas, qui a en charge d'organiser ce vote, fait bien son travail et ne se mêle pas et livre les choses comme on doit les livrer, les résultats comme on doit les livrer, on va féliciter le gouvernement parce qu'on aura au moins des résultats qui sont des résultats et qui sont fiables. Mais nous avons exprimé nos inquiétudes. Nous l'avons exprimé au niveau du comité électoral national. Nous l'avons exprimé également au niveau devant Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique, qui nous a rassurés de ce que les dispositions sont en train d'être prises pour pouvoir pallier à ces difficultés, à ces inquiétudes que nous avons soulevées. Et par rapport à ça, au niveau de l'UNSTB, nous travaillons dans le sens, et d'ailleurs comme toutes les confédérations, nous travaillons dans le sens de participer à cette élection avec cette innovation. Pour l'heure, la campagne bat son plein. Sur le terrain, les opérations de charme se multiplient. Au total, 7 centrales et confédérations syndicales ont pris date pour le 24 janvier prochain, laquelle l'emportera bien malin, qui pourra le dire. Le Conseil des ministres s'est tenu en sa séance ordinaire ce mercredi 6 janvier 2021 sous la houlette du président de la République. Plusieurs décisions sont prises au cours de ce tout premier Conseil des ministres de l'année 2021. Nous allons suivre un extrait du compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, le ministre Alain Oronla. Mesures normatives. Au titre de ces mesures, le Conseil a adopté le décret d'application de la loi numéro 2020-2 du 20 mars 2020 portant Code des investissements en République du Bénin, ainsi que les décrets portant nomination du président et des membres du secrétariat de l'accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaire de l'AIEA, puis nomination des membres du conseil d'administration de l'Institut géographique national, IGN. Au titre des communications, réalisation de divers travaux d'aménagement à l'aéroport international de Cotonou. Ces travaux concernent la reconfiguration et l'aménagement de la zone sud de l'aéroport ainsi que les aménagements complémentaires de l'espace extérieur du pavillon présidentiel. Par ailleurs, la recherche de l'efficacité et de la qualité des services d'assistance en escale a nécessité la mise en concession de ce volet avec une société de réputation internationale. Toutes ces interventions visent à offrir un meilleur confort aux voyageurs et à renforcer l'attractivité de la destination Bénin. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées au ministère du Plan et du Développement. Directeur général adjoint de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique. Monsieur Jules Daga, directeur départemental du plan et du développement de l'Atakora. Monsieur Cyril Kouagou, directeur départemental du plan et du développement de la Donga. Monsieur Abdou Rassidou Zibrila, directeur départemental du plan et du développement de l'Atlantique et du littoral. Monsieur Fortuné Armand Agbo, directeur départemental du plan et du développement du Zou et des collines. Monsieur Kofi Philippe Ganti, au ministère de la Justice et de la Législation, et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, à la chancellerie, directeur de cabinet, Monsieur Michel Adjaka, directeur adjoint de cabinet, Monsieur Gilbert Ulrich Togbolon, au secrétariat général du ministère, Monsieur Blaise Gilbert Isaac Kissezounon, dans les juridictions, à la Cour d'appel de Cotonou, premier substitut général, Monsieur Amaté Christian Cyprien Serge Ataï, troisième substitut général, Monsieur Thomas Maouillon Dassi,
à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, procureur spécial, Monsieur et l'homme Mario Pierre-Cécile Métonou, au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, procureur de la République, Monsieur Jules Aroga. Parlons santé à présent. Il n'est désormais plus possible de fumer la chicha dans les lieux publics dans le département du Zou. C'est un arrêté préfectoral qui est entré en vigueur depuis ce mardi 5 janvier 2021. Les promoteurs des bars, restaurants, boîtes de nuit et les débits de boissons sont priés de faire respecter cette décision au risque de voir leur espace de détente fermé par les forces de l'ordre. Nous allons suivre ici les explications du préfet Firmin Hermé Couton. Il est au micro de Imet Hélène Amoussou. Suite à des plaintes que nous avons reçues, des plaintes récurrentes que nous recevons de certains de nos administrés, de ce que dans les lieux de repos, de réjouissance, parfois, il n'est pas rare de voir des jeunes qui commencent par consommer de la chicha à côté, avec dégagement de fumée, une quantité importante de fumée, et qui les empêche parfois de rester dans le même lieu que ceux qui consomment la chicha. La décision ne vise pas à interdire la consommation de la chicha. Il ne me revient pas de dire que personne ne va consommer de chicha au Bénin. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la consommation de la chicha dans les lieux publics. Parce que tous ceux qui sont là ne consomment pas la chicha. Et quand on dit chicha, vous savez de quoi je parle. C'est la fumée, la quantité de fumée que ça produit là, qui dispose les gens. Ces populations qui se plaignent, qui sont mes administrés, moi j'ai l'obligation, en tant qu'autorité chargée de la police administrative, d'assurer la protection individuelle des gens, la liberté de chacun. Et nous devons savoir dans tous nos comportements que là où commencent nos libertés individuelles, là, que ça doit pouvoir s'arrêter quelque part et la liberté d'autres personnes doit pouvoir commencer à partir de là. C'est-à-dire de façon simple que autant que nous sommes, nous devons respecter la liberté individuelle de chacun. Nous ne pouvons pas dire nous sommes en groupe, chacun va faire ce qu'il veut. Ça, c'est ce que tout le monde ne comprend parfois ça dans ce pays. Certains qui vont dans les mêmes coins, dans les mêmes milieux que pour se reposer. Par exemple, les restaurants, les bars, les débits de boissons, les boîtes de nuit, où les gens sont allés pour se reposer, pour se divertir. Mais un groupe, parce que se disant consommateur de la chicha, et qui doit pouvoir faire ce qu'ils veulent, se mettre à consommer de la chicha, et avec de fumée qui embrase tout le milieu. Ce n'est pas bien. Alors, si autant qu'ils ont envie de consommer de la chicha, ils doivent se mettre là, ils vont le faire pour ne pas indisposer le grand groupe. Les promoteurs de ces centres-là, les bars, les débits de boissons, les boîtes de nuit, tout lieu de rassemblement, si vous êtes promoteur, on veut faire quelque chose, vous rassemblez du grand monde, vous devez veiller à ce qu'il n'y ait pas ce genre de comportement. À défaut de prendre cette disposition, nous allons fermer votre centre. C'est aussi simple que ça. Si le responsable du centre n'est pas en mesure d'interdire dans le public la consommation de la chicha, après avertissement, mise en demeure, nous allons fermer son centre. On a ce pouvoir-là. On parle encore et toujours de la chicha avec, bien entendu, ses effets néfastes sur la santé. Cette substance est d'une certaine manière entrée dans les habitudes et pratiques des jeunes qui sans doute ignorent sa capacité de nuisance. Augustin Fatan est spécialiste des questions de santé et directeur exécutif de l'ONG Initiative pour l'éducation et du contre-tabagisme. Il nous donne ici des précisions sur l'envers du décor de cette substance tant prisée par la jeunesse. Suivant. En fait, c'est du tabac, c'est du tabac synthétisé et plus que du tabac, c'est de la drogue. C'est-à-dire que nos enfants consomment devant nous de la drogue sans qu'on ait de possibilité de contrôler parce qu'on dit que c'est des arômes, on dit que c'est des produits, que ça n'est pas nocif, alors que les études supervisées et contrôlées par l'Organisation mondiale de la santé ont bien montré la nocivité, la dangerosité et l'effet dépendogène de la chicha
sur l'organisme humain. Donc, c'est clair que c'est un produit toxique. Et les études ont également montré que une séance de chicha correspond à près de 200 tiges de cigarettes. Ce qui fait que les gens s'adonnent et continuent, c'est l'accoutumance due à la nicotine. La nicotine crée la dépendance. Comme dans la cigarette, la nicotine dans la chicha crée la dépendance. Alors vous devenez accro au produit et puis vous consommez sans plus jamais vous arrêter. Voilà, c'est un peu ça. Et vous avez les arômes qui donnent l'impression qu'on a un goût, on a une satisfaction et on cherche à augmenter. Et puis vous allez voir tous ceux qui consomment, plus tard, vont chercher à augmenter la satisfaction. C'est plus dangereux que même la cigarette. Sinon, celui qui consomme la chicha court les mêmes risques que celui qui consomme la cigarette. Voilà, donc vous finirez forcément par un cancer. C'est clair. Les spécialistes de la santé vous diront que oui, mais ça détruit le corps dans son entièreté et ça a les mêmes effets que ce produit par la cigarette sur le corps humain. Là où c'est encore plus dangereux au niveau de la chicha, plusieurs personnes se servent du même dispositif. Et nous savons que les hépatites sont là. Il y a d'autres problèmes de santé qu'on distribue comme ça. Hein. On se distribue les problèmes de santé. C'est après les séances de chicha qu'ils vont faire du braquage, qu'ils vont faire du n'importe quoi. Parce que dans le dispositif, ce n'est plus seulement de la nicotine synthétisée qu'on met, mais aussi de la drogue. Et c'est suite à tout ça que les gens vont commettre des forfaits, ils vont faire du désordre. L'environnement dans lequel ils le font, les gens qui sont là sont exposés, les clients sont exposés, ceux qui travaillent dedans sont exposés. Donc c'est salutaire qu'aujourd'hui le préfet prenne une telle décision et nous lui disons, nous, organisation de la société civile, nous lui disons bravo. Après les fêtes de fin d'année, l'activité économique reprend de plus belle à Cotonou et plus précisément au marché d'Antokba. Une certaine timidité s'observe dans la reprise du commerce, pas d'affluence dans les principaux points de vente. Les usagers tentent d'expliquer à leur manière le phénomène et pendant ce temps, les autorités en charge de la gestion du marché annoncent et promettent de bonnes nouvelles pour 2021. Suivant. Après les dernières opérations de vente et achat de fin d'année, voici le nouveau visage que présente le marché international d'Antokba. En cette matinée de mardi, les commerçants et commerçantes du grand marché international font le toilettage avant le démarrage proprement dit des activités pour le compte de la nouvelle année. Si les baraques et hangars sont vides par endroits, des boutiques sont ouvertes à d'autres mais sans l'affluence habituelle. Un casse-tête pour les commerçants. Bon, pour le moment, nous voyons après les fêtes, où même vous pouvez constater le marché est vide pratiquement. C'est bon, beaucoup sont allés certainement très loin fêter. On attend d'ici demain ou après-demain pour pouvoir faire un constat. Avant, à l'approche des fêtes, on avait la ferme assurance de vendre les marchandises afin de payer nos dettes, mais cette année, ce n'est pas le cas. Les clients ne viennent plus acheter. Je fais des prêts afin de trouver l'argent de transport pour me rendre au marché, espérant vendre et rembourser. Mais tel n'est pas le cas. La veille de Noël précédente était mieux comparativement à cette veille de Noël de cette année. Pas assez de clients en période de fête là, mais pas mal. Chaque jour quand on vient, ce qu'on doit gagner là, on le trouve. Donc on doit remercier le bon Dieu. On n'ouvre pas et fermer la boutique pour dire ah aujourd'hui nous sommes arrivés sans rien gagner. Non, ça jamais. Toujours nous sommes là. Dès que la fête est finie là, nous on a commencé en même temps. Dès le premier même, nous sommes déjà au marché pour eux. Et parce qu'il y a certains gens qui n'ont pas trouvé l'occasion pour venir les 30, les 31. Donc c'est à partir du premier, le 2, ainsi de suite qu'ils peuvent avoir l'occasion pour venir. Cette mévente s'explique par le faible pouvoir d'achat des usagers après les traditionnelles dépenses des fêtes de fin d'année, mais aussi les conséquences de la crise mondiale liée à la pandémie Covid-19. La période des fêtes, bon, la santé y est d'abord. Seulement l'affluence de tous les jours, nous n'en avons pas depuis un certain temps, vu la crise économique mondiale, même sociale et ou sanitaire, comme tout le monde le constate. Donc ça va, à part ça, bon, le commerce, on essaie de faire avec. Vous savez, il y a plus de vendeurs aujourd'hui aussi que d'acheteurs. Bon, on ne peut que dire merci à ceux qui viennent. Bon, mais il n'y a pas une grande affluence, mais on essaie de faire avec.
Les autorités de la Société de gestion des marchés autonomes SOGEMA sont bien conscientes de la situation qui, selon elles, est loin d'être une première. Le directeur général se veut rassurant et promet de bonnes nouvelles aux usagers du marché d'Antokpa quant à leurs conditions de vie et d'activité commerciale en 2021. Nous voudrons profiter donc de votre micro pour rassurer les uns et les autres que la SOGEMA reste et restera à l'écoute des usagers, au jour le jour. Nous sommes là pour répondre quotidiennement des préoccupations de nos usagers, puisque nos premiers partenaires, ce sont nos usagers. Et donc, je voudrais les rassurer que durant cette nouvelle année, tout au long de cette nouvelle année, nous sommes disposés, disponibles à répondre à leurs préoccupations quotidiennement. Chez certaines commerçantes, l'heure est au bilan de l'année écoulée avant de se projeter sur l'année commerciale 2021. 2021, année d'espoir et de grands changements selon ces dernières. La vente pendant la période des fêtes au cours de cette année, ça s'est bien passé. On remercie Dieu. Après les fêtes, là, le samedi, là, on a vendu. Les gens sont venus massivement. On a vendu. Mais le lundi, là, nous, on n'était pas ici. C'est aujourd'hui qu'on est venu. Oui, je suis rassurée. Ils viendront. C'est l'occasion pour nous d'inviter tous nos clients à venir chez nous. Je demande à nos autorités de nous venir en aide car, espérons beaucoup de nos dirigeants, nous rendons grâce à Dieu et au président Talon, car c'est grâce à sa chance nous arrivons à joindre les deux bouts. Actuellement, aujourd'hui, nous sommes au 5. La fête, ça s'est bien passé, pas mal, mais les activités, nous tous on sait que ça va évoluer parce que nous sommes rentrés dans le nouvel an. Donc, par la grâce de Dieu, Inch'Allah, ça va évoluer. Seulement que le marché n'a pas de mouvement, quoi. La SOGEMA profite de cette pause pour rappeler aux usagers la fin des travaux de construction des marchés modernes dans plusieurs villes du Bénin. Un ambitieux projet du gouvernement dont la première phase fait déjà école dans la sous-région. Je ne voudrais pas la suite vous rassurer que la SOGEMA est toujours omniprésente dans les marchés pour gérer au quotidien les problèmes, les différents problèmes issus donc du marché et gérer également les problèmes liés à l'assainissement. Le gouvernement a déjà tout prévu, nous ne sommes que les bénéficiaires et notre souhait c'est de prier pour la continuité, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, c'est de prier pour la continuité pour que les femmes puissent véritablement se retrouver dans ce nouveau marché sous peu. Et courant cette année, nous prions également pour que la seconde phase puisse démarrer, pour que toutes les femmes, tous les commerçants de nos marchés respectifs puissent se retrouver dans de nouveaux marchés pour continuer les activités. Vaille que vaille, acheteurs et vendeurs du marché international d'Antokpa ont repris les activités commerciales malgré la faible affluence au lendemain de la fête du Nouvel An. En attendant le grand nombre, le petit commerce tourne, mais au ralenti. Restons dans le giron des marchés pour parler des cas de fraude enregistrés ces derniers jours. Il s'agit d'installations clandestines, des usagers et des recouvrements non versés à la SOGEMA. Le poteau rose a été découvert suite à une descente inopinée effectuée par la Société de gestion des marchés autonomes et le commissariat spécial de Dantokba. Invité sur notre émission matinale Actu Matin et de ce mercredi, Armand Gancet, directeur général de la SOGEMA, est revenu sur les détails de cette fraude et met en garde les auteurs de ces actes. Nous allons le suivre. Avec le commissaire de Dantokba, nous avions effectué une descente inopinée dans le marché hier pour contrôler les choses, reprendre la dimension des choses. Mais dans cette descente, au cours de la descente, nous avons constaté, on a fait des constats très amers. Wow. Très amers, aussi bien au niveau de nos agents, que je qualifie d'indélicats, qu'au niveau des usagers également. Et donc, nous avons pris des dispositions pour pouvoir pallier rapidement ces situations. Les usagers ont pris d'assaut les terre-pleins centraux, les abords donc, des voies. Et il y en a qui ont carrément obstrué les voies.
Et donc, des situations que nous combattons au quotidien. Parce que lorsqu'il n'y a pas une fluidité au niveau de la circulation, on se livre au cas de braquage. Les petits voyous dérangent les gens dans le marché. Alors, si on laisse les petits voyous déranger les gens dans le marché, les clients fuient les marchés. Donc, on a constaté que les gens ont pris d'assaut les temples centraux, notamment la zone station Legba jusqu'à la pharmacie thérapie. Vous allez constater qu'il y a du monde, qu'il y a de l'affluence là. Alors que tous ces usagers ont leurs emplacements dans le marché. C'est ça. Vous voyez? Et puis ce qui nous dérange, c'est que très souvent, ce sont des responsables locaux qui les positionnent, ces endroits-là, contre des pitances. Wow. Ouais, donc, avec le commissaire, on a commencé un travail. Il est vrai qu'au niveau donc, du commissaire d'Antokpa, il y a un problème d'effectifs. Ils étaient entre-temps 44. Malgré les 44, il y avait un point d'effectif. Aujourd'hui, ils sont à 37. Et étant donné que le commissaire d'Antokpa, c'est ce commissariat qui accompagne la SOGEMA dans le cadre donc, de la sécurité et de la régularisation des situations. Dans le marché, nous avions écrit au ministre de l'Intérieur pour solliciter donc, de sa part un appui en effectif au niveau du commissariat d'Antokpa. C'est le lieu pour moi de remercier aussi le ministre parce qu'après, à la suite donc, de notre écrit, il nous a envoyé certains membres de son cabinet qui sont à nous voir pour faire les mêmes constats avec nous. Donc, nous attendons la suite. Merci beaucoup de nos agents. Nous constatons que malgré les mesures qui sont prises à leur encontre, les agents continuent donc de saboter la SOGEMA. Parce que le fait de se livrer à la concussion, d'installer anarchiquement et clandestinement les usagers, sans recevoir l'accord préalable de la SOGEMA, c'est une manière de frauder, c'est une manière donc de contribuer au non-développement de la SOGEMA. Et donc, nous avons constaté hier qu'il y a des agents qui reçoivent de l'argent dans le marché, mais qui ne reviennent pas les verser à la SOGEMA. Avec le commissaire, on a situé les responsabilités et d'ici là, vous verrez les dispositions que nous allons prendre à cet effet. Voilà, c'était Ernest Mangancé, directeur général de la SOGEMA. Il est revenu sur les fraudes enregistrées au niveau du marché d'Antokpa. Nous allons à présent parler de transhumance. Les acteurs de ce secteur se sont retrouvés dans le département du Zou pour réfléchir sur les enjeux et les tests légaux ainsi que les nouvelles orientations du gouvernement pour une mobilité apaisée sur l'ensemble du territoire national. Objectif, définir le type d'organisation à mettre en place pour une cohabitation pacifique et bénéfique pour éleveurs et agriculteurs. Suivant. Les échanges s'inscrivent dans le cadre du projet régional de dialogue pour la transhumance apaisée en Afrique de l'Ouest, PRODIATA. Éleveurs, agriculteurs, élus locaux, organisations non gouvernementales et chefs services déconcentrés du département du Zou partagent à cette rencontre leurs points de vue et inquiétudes sur la transhumance. Les débats vont permettre de décider de l'organisation à mettre en place pour avoir une mobilité du bétail apaisée. Vous avez entendu parler de APES, cette association qui a pu mobiliser les ressources au niveau de ce projet-là pour accompagner au niveau local les acteurs de la transhumance. Et les acteurs qui ont été ciblés, c'est donc les préfectures et les communes pour les aider à organiser donc la mobilité du bétail au niveau de leurs terroirs. Pour l'année 2021, nous aurons encore des ressources dans ce sens, mais nous souhaitons que ces échanges-là soient vraiment une expression de besoin de votre part pour qu'on puisse mettre en place des plateformes d'échange pour que chacun puisse assumer ses responsabilités dans cette nouvelle dynamique où l'élevage se veut être un élevage innovant, un élevage qui concourt au développement. Les contraintes de l'environnement liées à la démographie, l'extension des terres cultivées ou changement climatique sous-tendent la mobilité des troupeaux. À cette séance, les dispositions légales, les structures étatiques responsabilisées, les types d'activités ainsi que les périodes possibles pour un bon déroulement du pâturage ont été rappelés. La transhumance et ses irréversibles dégâts, selon Firmin Aimé Couton, préoccupe plus que jamais le gouvernement. Celui-ci affirme le préfet a mis en place récemment une commission spéciale avec des orientations claires. Je me réjouis de vous informer officiellement d'une structure nationale spécifique qui s'occupe des problèmes d'élevage, de pâturage dans notre pays. Comment faire en sorte que l'activité ne soit pas obligée de violence. La transhumance transfrontalière est interdite
Si on dit que quelque chose est interdit et que vous faites, on vous prend. Vous vous présentez au procureur de la République. Donc, c'est dans cette dynamique que nous sommes actuellement. 1, sédentariser les animaux. 2, faire en sorte que l'aspect pénal soit vraiment mis en œuvre pour que si quelqu'un est responsable d'un acte, qu'il puisse en répondre au même titre que la responsabilité civile qui va consister à réparer le préjudice que l'autre partie aurait subi. Parce que complémentaires, éleveurs et agriculteurs gagneraient, selon le communicateur du jour, à réorganiser en toute objectivité leur cohabitation qui peut leur être réciproquement bénéfique. Des pistes de réorganisation et de propositions de budgétisation ont été données grâce au Prodiata qui dure 3 ans. L'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, APES, promet de travailler en vue d'aider le gouvernement à atteindre l'idéal 0 dégâts, 0 conflit et 0 décès liés à la mobilité du bétail au Bénin. Le magazine de ce journal nous transporte dans le passé pour revivre l'ingéniosité des anciens architectes du Palais Royal de Dahomey. Il s'agit de ces murs d'une impressionnante hauteur que l'on rencontre sur le plateau d'Abomey. Communément appelés Ahoro, ces masses de terre aux couleurs rougeâtres nous plongent dans le secret de l'histoire de leur construction. Aux apparences naturelles, ces murs revêtent également un aspect mythique et dénotent de l'ingéniosité de ceux qui ont eu l'idée de leur construction. Voici Ahoro, le magazine signé Imet Hélène Amosso. Il se dresse majestueusement sur le site des palais royaux d'Abomey, jadis cœur du pouvoir du royaume de Dahomey. Ces romus impressionnent par leur hauteur. Ils attirent par leur couleur, propriété de la latérite, roche dont regorge le sol du plateau d'Abomey, et matière première entrant dans la construction de ces murs appelés Ahoro en langue locale Fongbe. Infranchissable. Ahoro assure protection et sécurité aux palais royaux, résidence privée des souverains et prétendants désignés au trône. Ahoro cerne le palais du roi, c'est-à-dire que le palais du roi est infranchissable. Raison pour laquelle on a fait les murs très très élevés. Ce ne sont pas les murs intérieurs, les murs intérieurs ont des hauteurs normales. Mais les murs de clôture, c'est Ahoro, qui ne permettent pas à n'importe quel individu d'escalader. Donc, Ahoro a une hauteur au minimum de 6 mètres. Son épaisseur de base était de 1,5 mètre, qui diminue au fur et à mesure vers le haut. Ahoro est d'ailleurs, Ahoro dont on parle est une invention de nos ancêtres. Sa hauteur avoisine les 4,50 mètres. Personne ne peut le franchir. Il y en a aussi de moins grands. Seul le roi avait prérogative d'en faire la demande, de prendre les dispositions y afférentes avant d'autoriser sa construction aux familles qui détiennent le savoir-faire. Pour construire Ahoro, il faut consulter les entrepreneurs d'autrefois. Le roi avait des entrepreneurs qui travaillaient spécialement pour les palais royaux. On les invite de Boli, Tanta, Boli, voilà. Les familles Tonjo et les familles Achaka. Dans un autre village, Ngbega par exemple, il y a le quartier Sozou de Ngbega. On invite les familles Aoi de Sozou. Et ces familles-là arrivent pour étudier la terre pendant près d'une semaine avant de trouver où on va creuser le trou du mur. Et quand on a trouvé la bonne place pour creuser la terre, l'entrepreneur invite ses compagnons et ils s'alignent. On creuse et on ramasse la terre dans des paniers qu'on appelle achakpi. Et le premier plan, il donne au deuxième, le deuxième donne. Le achakpi passe de main en main pour arriver à la place où on veut construire. C'est là qu'on va pétrir la terre maintenant. Et quand on pétrit la terre, on commence à monter les murs. Il y a les sortes de téliens
et de l'huile usée qu'on trouve dans les scieries, ce qu'on appelle amitosson ou bien tekun. Ces huiles-là arrivent pour la fondation. Les murs qui commencent de la fondation jusqu'à 2 mètres reçoivent les tekun et quelques débris de télien aussi. Après la base, on peut prêter avec n'importe quelle terre. La réalisation de ces édifices requiert la connaissance de quelques notions propres à la façon de construire ces murs. La procédure relève d'un art traditionnel. On creuse et on récupère de la latérite en quantité suffisante qui est ensuite pétrie à l'aide des pieds, des mains et de la daba. Comme matériel de travail, nous utilisons nos mains pour construire et crépir. Les yeux nous servent d'équerre et de niveau. C'est ce dont on a hérité. Alors, ces vestiges, témoins de la maîtrise de la maçonnerie ancestrale, tiennent encore debout. Ce pan de mur de l'étage du roi Akaba dans son palais privé en est un exemple. Au musée Ouéronji, des blocs de terre ont bravé le temps et les aléas climatiques pour raconter aux visiteurs l'histoire tricentenaire du royaume de Dahomey. De nos jours, rien n'a changé dans la pratique de cette maçonnerie traditionnelle léguée de génération en génération. Sauf que le ciment entre désormais dans la composition des matériaux utilisés, ceci pour accélérer l'assèchement du mur. Par le passé, le travail se faisait durant des mois. La main-d'œuvre était essentiellement composée d'esclaves. Aujourd'hui, nous ajoutons du ciment au sable pour faciliter un assèchement rapide. Les murs sont naturels, mais sont des murs de protection. Ce qu'il faut enterrer dans la fondation avant de commencer les murs. Donc le roi, s'il finit de faire, les entrepreneurs aussi avant de commencer, offrent de la boisson et autre chose que je ne peux pas vous dire, avant de commencer la pose des murs. Et c'était réellement mystique. Dans la cité des Ouégbadjavi, nombre de ces murs tiennent encore debout, défiant ainsi la maçonnerie moderne. Ils rappellent l'ingéniosité architecturale dont peut se vanter tout descendant des souverains du Dahomey. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.